Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kingdom Rush Fight Temporel, le jeu de plateau inspiré du fameux jeu vidéo Kingdom Rush, un jeu vidéo que l'on doit à Ironhide Game Studio. Lui, le jeu de société, on le doit à Lucky Duck Games, et c'est un jeu qui a été imaginé par les trois auteurs Elana Hope, Sen-Foong Lim et Jesse Wright, avec des graphismes et des illustrations qui proviennent grandement du jeu vidéo, que l'on doit à Mateusz Komada, Katarzyna Kosobuka et Przemyslaw Kastelniak. Désolé pour la prononciation, je suis vraiment désolé pour la prononciation. Donc Kingdom Rush Fight Temporel, c'est lui aussi comme le jeu vidéo un jeu de Tower Defense. C'est un jeu coopératif de Tower Defense que l'on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est ici en dessous. Ouais, les parties durent de 60 à 90 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 14 ans. Je pense qu'on peut y jouer à un peu plus jeune, même si le jeu est extrêmement difficile. Pas au niveau des règles, mais au niveau de la difficulté du jeu, vous allez le voir. Allez, on se jette, regardez le matériel. Ici, j'ai installé une partie pour 2 joueurs. Il y a un joueur qui se trouve ici et qui va diriger Ignus, le personnage Ignus, le héros Ignus, tandis que l'autre joueur dirige Magnus Spellbane, qui est ici. Donc je le disais, c'est un jeu de Tower Defense qui veut se jouer avec des scénarios. Dans la boîte de base, il y a même 10 scénarios qui forment une campagne, et ce que j'ai installé ici, c'est le deuxième scénario, donc de la campagne qui en comporte 10. Le but du jeu, globalement, c'est de protéger son royaume, qui est symbolisé par cette minuscule petite tuile, des hordes d'ennemis qui vont s'acheminer doucement mais sûrement vers la sortie, et donc vers le royaume qui comporte 4 points de vie. Ce que je n'ai pas dit, et je précise vite fait au passage, c'est que chacun des 10 scénarios peut être joué selon 5 modes de difficulté différents, et ici c'est le mode de difficulté à 3 étoiles. On peut monter encore de 2 modes de difficulté et descendre à une seule étoile si on le souhaite. À 3 étoiles, on part avec 4 cœurs qui représentent la vie de son royaume. Si les 4 cœurs sont épuisés par l'attaque de monstres, de hordes de monstres, on perd la partie. Alors les monstres sont représentés par des hordes, que l'on appelle, en fait ces cartes, ce sont des cartes hordes, qui sont posées sur des petits plateaux. Pourquoi? Parce que c'est bien plus pratique pour les faire bouger de case en case jusqu'à la sortie. Les hordes apparaissent de ces deux endroits, pour ce scénario en tout cas, il y a le jeton 1, le jeton 2, il pourrait y avoir beaucoup plus d'entrées, pour ce scénario il n'y a que 2 entrées, et les hordes se dirigent petit à petit le long du chemin jusqu'à atteindre la sortie. Le but des joueurs en mode coopératif, c'est de construire des tours et de les placer sur les sites de construction qui sont au bord du chemin pour pouvoir attaquer les hordes, je ne sais pas si on fait l'allusion, les hordes, avant qu'elles n'arrivent au bout, pour pouvoir s'en débarrasser. Et le but globalement de chaque scénario, c'est non pas de se débarrasser de toutes les hordes, qui sont représentées par ces cartes, il y en a là-bas aussi, mais de détruire ce qu'on appelle des portails, et les portails sont dans le tas de cartes ennemies, ils vont apparaître à un moment ou à un autre de la partie, et le but va être de détruire. Ici il y a 2 portails, et dans ce paquet, il y en a un autre. Donc si on arrive à détruire les 3 portails, on remporte le scénario. Je ne vais pas vous montrer tout le scénario, ça serait un peu trop long. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment on joue, et je vais vous dire que chaque manche de jeu se déroule en 6 phases, et on va partir directement avec la deuxième phase, dans la mesure où la première phase est sautée lors de l'installation du jeu. La première phase, c'est simplement les monstres qui arrivent, qui apparaissent, des nouveaux monstres, et lors de la mise en place, les monstres ou les hordes sont déjà sur le plateau, positionnés ainsi. Ce qui est aussi déjà sur le plateau, ce sont les sites de construction. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là il y a un site de construction vert. Vous voyez que les diamants sur le bord de la carte transparente sont verts, ça veut dire que c'est un site de construction qui appartient au joueur dont la couleur est verte, c'est-à-dire Ignus, qui est ici symbolisé par ce petit jeton. Donc Ignus peut construire sur les sites de construction verts, et il y en a 5 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, tandis que Magnus, lui, il a la couleur violette, et il peut construire sur les sites de construction violets. S'il y avait plus de joueurs, on aurait eu plus de sites de construction, par exemple des sites de construction jaunes, ou des sites de construction rouges, il y a même un site de construction blanc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les règles, sachez juste que la disposition de ces
sites est indiqué directement dans le livret de scénario et dépend grandement du nombre de joueurs, là où on place ces sites de construction. Bref, on en est à la première phase, on la saute, les ennemis sont apparus, on arrive à la deuxième phase qui est un peu le cœur du jeu, là où les personnages, les joueurs vont pouvoir poser leur tour, puisque l'objet du jeu c'est de poser des tours symbolisés par des cartes, et il y a différents types de tours, différents types de cartes, le long du chemin pour attaquer les hordes d'ennemis qui avancent vers le royaume. Alors, il n'y a pas d'ordre de jeu, tous les joueurs peuvent se mettre d'accord pour jouer l'un après l'autre autour de la table, ou ils peuvent se mettre aussi d'accord pour jouer tous en même temps, c'est vraiment libre. On va le faire petit à petit pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc là, j'ai la main de carte de Ignus, il peut jouer 3 tours ou il peut jouer son personnage. Son personnage, on va y venir dans un instant, on va déjà commencer par les tours, puisque c'est le gros du jeu. Une carte tour nous indique beaucoup de choses, hop, je l'ai faite tomber, elle nous indique dans quelle direction la tour va attaquer et avec quoi elle va attaquer. C'est des tuiles dégâts que l'on va poser sur les cartes horde et l'objectif c'est de recouvrir tous les monstres d'une carte horde, un peu à la manière avec des pièces de Tetris, donc de recouvrir tous les monstres d'une carte horde pour pouvoir éliminer cette horde. Si tous les monstres sont recouverts, alors la horde est vaincue et elle disparaît du plateau et elle n'avancera plus jusqu'au royaume. Donc cette tour ici, c'est une tour mage, envoie cette pièce qui se trouve ici, et elle l'envoie devant, en ligne droite, juste devant. Donc, si je la pose, alors c'est Ignus, il ne peut que poser sur des sites de construction verts, donc il peut poser ici, 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 ici ou ici. Donc, avec cette tour, je pense que le plus efficace, ça va être de la poser ici, et je la pose comme ça, face à ici, puisque la tour va attaquer dans cette direction. Si je l'avais posée comme ceci, alors la tour aurait attaqué ici, et ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Donc autant la poser comme ça, et elle va lancer une pièce que l'on ne peut pas pivoter. Elle va obligatoirement respecter la forme indiquée sur la carte. Donc cette pièce va venir directement sur cette carte, et je peux la poser où je le souhaite. Autant la poser sur des cases qui vont recouvrir le plus d'ennemis possible. Donc où est-ce que je vais la mettre? Je vais aller la mettre comme ceci pour recouvrir, vous voyez, 3 ennemis. Hop, je la recouvre comme ceci. Donc cette tour a attaqué. Je peux continuer avec Ignus, ou je peux passer à où l'autre joueur pourrait jouer. On va continuer avec Ignus, voir qu'est-ce que l'on peut faire qui serait intelligent aussi. Alors, on peut utiliser une autre tour comme ça, mage, mais j'ai pas grand chose à viser, donc je vais pas l'utiliser. Par contre, cette tour bombarde, elle est elle est intéressante à ce titre, qu'elle envoie une tuile dégâts vers l'avant et une autre tuile dégâts en diagonale, soit vers la gauche, soit vers la droite. Alors où est-ce que je veux la placer? Si je la place ici, c'est pas mal parce que ça me permet de... non, si je la place ici, c'est encore mieux, parce que je la place comme ça. Non, c'est pas encore mieux parce que non, c'est pas mieux, c'est différent. C'est différent. Si je la place ici, elle va envoyer une tuile dégâts devant, mais il n'y a rien à attaquer, donc elle ne va pas attaquer devant. Par contre, elle va attaquer soit ici, soit ici. On va aller attaquer avec donc une petite tuile dégâts. On va aller attaquer. Où est-ce qu'on va aller attaquer? On va aller attaquer ici. On va aller attaquer ici. Comme ceci, je vais le mettre comme ceci, et puis on passe, allez, on va regarder ce que ce que Magnus a en stock. Il a les mêmes cartes. Au passage, les cartes de départ d'un héros sont données directement par le héros. On regarde le petit plateau, c'est écrit en tout petit, mais en solo, on va partir avec une carte adepte, archer, artillerie et milice, tandis qu'à 2 joueurs, comme c'est ici, on part avec un archer qui est ici, on part avec une carte bombarde et avec une carte mage. Donc tout est dicté par avance et c'est différent en fonction des héros que l'on joue. Donc ici, c'est ça, tandis que Ignus avait d'autres cartes avec lesquelles partir. Donc tout ça est fait pour qu'il ait un certain équilibre en fonction des personnages que l'on dirige. Alors lui, il a cette carte qu'il va pouvoir mettre par exemple ici. On va la mettre ici, comme ceci. Il va attaquer dans ce sens. Alors là, on va respecter encore le sens de direction. C'est comme ceci. Donc hop, comme ceci, hein, ouais, hop.
ici. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il a un archer qui peut envoyer une tuile comme ceci, dégâts, soit devant, soit en diagonale, dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on en a l'utilité? Oui, ça peut être pas mal de l'envoyer ici, de construire une tour archer ici, pour envoyer des flèches, hop, ici. Donc ça, la horde sera détruite. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on a juste placé. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce que ça, on va le placer? Oui, ça serait pas mal de le placer, et on va le placer ici. On va le placer ici, comme ceci, et on va envoyer une tuile dégâts tout droit, et on va l'envoyer, hop, juste ici, pour couvrir ce petit loup qui a des flèches particulières. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut jouer donc des tours comme je l'ai fait. Les tours qu'on ne souhaite pas jouer, on peut les passer à l'un de ses coéquipiers, et ce faisant, on les améliore. Vous voyez que ici, je n'ai pas parlé de ce tas de cartes ici, il y a les 4 types de tours que l'on peut construire, et chaque tour a 3 niveaux, il y a même un 4e niveau suivant les scénarios, mais ici, on ne joue qu'avec 3 niveaux, le niveau 1, 2 ou 3, et cette tour qui est une tour de niveau 1, mage, si je la passe à l'un de mes coéquipiers, je la passe et elle s'améliore au passage. Donc je ne vais pas lui passer la tour mage, je vais plutôt lui passer en fait la tour de niveau 2 de sa colonne. Donc ça devient une tour adepte qu'il ne peut pas encore utiliser. On les place ici, vous voyez qu'il y a tour entrante sur le plateau personnage, donc je la place ici, et cette tour, il pourra l'utiliser à la prochaine manche. Pour l'instant, elle reste ici. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est utiliser son personnage, et donc on a une carte personnage pour chacun des 2 joueurs. Donc lorsqu'on utilise un personnage, on va pouvoir le déplacer sur l'aire de combat grâce à sa petite figurine. Ici, il y a la figurine d'Ignus. Par exemple, on va activer son héros. Donc, pour montrer que j'active mon héros, je place ma carte sur mon plateau de jeu et je peux me déplacer ou je peux me régénérer. Pourquoi se régénérer? C'est que chaque héros a des points de vie et on part avec le maximum de points de vie symbolisé par le jeton au maximum de sa jauge de vie. Donc, Ignus a 4 points de vie tandis que Magnus, lui, n'a que 3 points de vie. Les deux ont 3 points, 3 points de mouvement qu'ils peuvent dépenser s'ils le souhaitent. Pour se déplacer, ils vont devoir utiliser un premier mouvement pour entrer sur le terrain. Hop, ça fait 1. Je suis arrivé sur l'aire de jeu, donc un mouvement, mais j'ai le droit jusqu'à 3 mouvements. Je vais en utiliser que 2, donc ça fait 1 et 2, paf, je viens ici, je recouvre directement tout un gros monstre, un gros vilain monstre, rien que par ma présence, donc ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux utiliser des attaques ici de mon plateau. Donc Ignus a lui cette attaque il peut envoyer une attaque comme ça, chaque personnage a son petit tas de tuiles dégâts qui lui est propre. Donc Ignus peut envoyer un dégât comme ceci, il peut faire hop, il peut faire mal comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Oui, c'est ce que je vais faire. Allez hop, il fait mal comme ceci, il recouvre, hop, tout un bloc ici, donc toute une ligne où j'aurais pu utiliser ça à la place. Est-ce que c'était plus judicieux d'utiliser ça? Pas forcément. Si cette huile dégâts recouvre exactement 3 ennemis, placés sur des petites tuiles sur une horde adjacente, c'est pas la peine de le faire. Par contre ici, si cette tuile recouvre exactement 2 ennemis, ce n'est pas le cas, j'aurais pu aussi placer une petite tuile sur une tuile adjacente. Bon, tant pis, je ne vais pas utiliser son pouvoir. Par contre, lui, Magnus, va aussi activer, donc il va s'activer comme ceci. Et qu'est-ce qu'il va faire, Magnus? Il va aller par là-haut, je pense qu'il va aller, donc il a combien? 3 points de déplacement, et lui, son pouvoir, c'est d'envoyer des attaques comme ça, des tuiles comme ceci, avec ce petit symbole. Au passage, Ignus l'avait aussi, ce symbole indique que la tuile peut être retournée dans tous les sens pour arriver comme on le souhaite sur le champ de bataille. Et ça, on le retrouve aussi sur certaines des tours. Par exemple ici, on pourrait envoyer cette pièce qui se trouve comme ceci, dans n'importe quel sens, on peut retourner la tuile comme on le souhaite. Donc ça peut être utile de privilégier des tours avec ce symbole. Je n'ai pas encore parlé des tours ici, ce sont des genres de casernes, on y arrive dans un instant, vous ne vous inquiétez pas. Donc,
Magnus, lui, il peut envoyer ça ou il peut envoyer ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement se déplacer 1 et 2 et 3. Il va venir ici. Non, il va venir ici. Elle va faire 1 et 2. Il peut se déplacer en diagonale, donc 2, comme ceci, et il va attaquer. Donc il se trouve sur un site de construction. Je peux placer déjà la première attaque, comme je le souhaite. Ici, c'est peut-être du overkill de se déplacer comme ça. Donc on va plutôt le faire comme ça. On rentre sur le champ de bataille en faisant 1 en diagonale, 2 et 3. On va se placer ici. On va se placer ici, peu importe, et on va utiliser cette attaque, la tempête arcanique, qui me permet d'envoyer toutes ces attaques soit devant, soit sur les côtés. Donc on va envoyer tout ça vers là-bas, et on va l'envoyer ici. Ça va venir recouvrir ici, et puis je peux envoyer 3 petits, comme ceci. On va en envoyer une ici, une ici, et la dernière, ça va aller, allez hop, ici. Comme ceci. C'est tout pour Magnus, et c'est tout ce que je peux jouer puisque je n'ai plus de cartes. Donc c'est la fin de la deuxième phase du tour de jeu. J'ai joué des cartes tour et mes cartes héros. On arrive à la troisième phase qui est détruire les plateaux hordes. Et là on regarde s'il y a des plateaux hordes qui sont complètement détruits, c'est-à-dire où tous les ennemis, tous les monstres sont recouverts. C'est le cas ici. Donc cette tuile est terminée. Donc on va remettre les tuiles dégâts dans la réserve pour les utiliser plus tard. Hop, hop. La carte, elle vient directement dans notre main et nous fait gagner un diamant supplémentaire. Au passage, on commence la partie avec un certain nombre de diamants suivant la difficulté ou le nombre de joueurs. Là, c'était 5 diamants. Ici, j'en gagne un nouveau, un 6e. Hop, c'est une monnaie qui va nous permettre d'acheter des tours. On y arrive dans un instant. Donc j'ai détruit ceci. Ces 2 plateaux ne sont pas détruits. Donc, on passe à la phase 4 qui est avancer les plateaux hordes. Et les plateaux hordes vont se déplacer d'un cran chacun. Donc, celui-là avance ici le long du chemin. Celui-là devrait avancer, mais il est bloqué parce que mon personnage se trouve dessus. Donc, au lieu d'avancer, le plateau horde va rester là où il est, mais je perds un point de vie puisque je suis dessus. Hop, je perds un point de vie. C'était la phase avancer les plateaux hordes. Je précise, je ne vais pas préciser toutes les petites règles, mais certains ennemis, comme c'était le cas des loups, si c'était dans cette situation, si je m'étais trouvé dans cette situation, puisque il y a au moins un ennemi avec les 2 flèches, le plateau n'avance pas d'1 case, mais avance de 2 cases. Il aurait avancé de 1 et de 2 cases. C'est pour ça que j'ai fait attention de recouvrir tous les ennemis qui comportent des flèches pour le ralentir afin qu'il n'avance que d'une seule case. Ensuite, récupérer les cartes tour et les héros. Donc on récupère toutes les cartes tour qui nous reviennent. Donc ça, c'est les cartes violettes. Hop, hop, hop. Et il récupère la carte tour que mon collègue lui avait passée. Donc c'est ici, il récupère sa carte héros pour le prochain tour de jeu. Le joueur vert, Ignus, récupère lui aussi ses propres tours. Il n'y en a que 2, forcément, puisqu'il en a passé une là-bas. Donc hop, et il récupère sa carte héros. Et ensuite, on passe à la dernière phase de la manche, qui est donc de dépenser des diamants. Donc on peut dépenser autant de diamants que l'on souhaite pour acheter des cartes. Les cartes de niveau 1 coûtent 2 diamants. Les cartes de niveau 2 coûtent 3 diamants. On va dire que on va acheter une carte de niveau 2. Hop, on remet les diamants dans la réserve. On va acheter une carte de niveau 2 qui est une caserne de fantassins. Et on choisit à qui on veut la donner. On va la donner par exemple à Ignus. On pourrait acheter une autre carte, soit de niveau 1, soit de niveau 2. Allons-y pour du niveau 2. Donc on va dépenser encore 3 diamants. Et on va aller acheter par exemple le tireur d'élite. Et ça, on va le donner, allez, aussi à Ignus. Il n'y a pas de règle spécifique. Donc voilà. Et c'est la fin du tour, de la manche, je devrais dire, puisqu'il ne faut pas dire tour, puisqu'il y a des tours. On va dire c'est la fin de la manche, on recommence une nouvelle manche en commençant par l'apparition de nouvelles hordes, et cette fois-ci, des nouvelles hordes vont apparaître. D'abord, on regarde le jeton 1, donc une nouvelle horde apparaît ici, on prend la première carte, on la met dans un petit plateau, on la place sur le chemin, elle est directement ici, on fait la même chose ici, là-bas, hop, une nouvelle horde apparaît,
on la place sur le chemin, et on recommence avec les actions, encore une fois. Les personnages vont pouvoir attaquer, vont pouvoir essayer d'éliminer les hordes avant qu'elles n'atteignent la fin la sortie du chemin. Et je pense que j'ai fait le tour de la chose globale. Ce que je vais préciser quand même, c'est qu'il y a donc ces tours casernes avec des soldats. On va en placer une. Elles sont particulières puisque au lieu d'envoyer des tuiles dégâts, elles envoient des petits soldats sur les tuiles hordes. Par exemple, allez, je construis ma caserne ici et je peux envoyer 2 soldats directement sur cette horde. Donc je les place là où je le souhaite. Je peux en placer un ici par exemple et puis un autre, pourquoi pas ici. Et la particularité des casernes, c'est qu'on peut construire une autre tour par-dessus, ou alors on peut construire une caserne sur une autre tour. Bref, on peut avoir 2 cartes sur ce même emplacement, on peut pas avoir 2 casernes par contre. Donc je pourrais éventuellement construire, qu'est-ce que je pourrais construire c'est le même joueur qui doit construire, donc j'aurais peut-être dû réfléchir, envoyer la caserne à Magnus pour que lui la construise sur un de ses emplacements et qu'il fasse autre chose. Bref, j'ai pas vraiment planifié ça. Donc Ignus pourrait lui construire par-dessus, par exemple, il pourrait construire ça par exemple pour envoyer ceci ici s'il le souhaitait. Donc ça, c'est la particularité des casernes, envoyer des soldats. L'autre particularité, c'est qu'au moment de détruire des cartes hordes ou de les faire avancer, les soldats peuvent également arrêter la progression d'une carte horde. Par contre, au lieu de rester sur la tuile comme mon personnage, comme mon héros, ils sont simplement détruits, ils ont stoppé la horde, elle n'avance pas. Par contre, les jetons de soldats, eux, disparaissent et il faudra que j'en remette plus tard. Donc vous le voyez, on va utiliser nos cartes de tour pour combattre les hordes, tout en essayant de se les échanger pour les faire progresser, les rendre plus puissantes, et au bout d'un moment, on a ces fameux portails qui vont arriver, et les portails sont très particuliers parce que lorsqu'on veut les détruire, il y a des choses qui vont apparaître. Déjà, on voit qu'il y a un niveau 1. Le niveau du portail indique le niveau de la tour minimum pour pouvoir attaquer cette tour. Là, c'est un niveau 1, donc pas de problème, toutes les tours pourraient l'attaquer. Par contre, plus tard, on aura une tour de niveau 2, donc seules les tours, un portail de niveau 2, donc seules les tours de niveau 2 et de niveau 3 pourraient l'attaquer, mais il y a encore une difficulté particulière, c'est que quand une tour va attaquer ce portail, après l'avoir attaqué, la tour est complètement détruite. Donc si j'avais une tour qui était placée ici, qui avait attaqué avec cette petite pièce, donc c'est pas un très bon exemple parce que c'est pas très malin de l'avoir placé ici, la tour serait détruite et à la fin de la manche, elle retournerait dans la réserve. Donc du coup, ça demande beaucoup de planification pour pouvoir avoir les bonnes tours, attaquer les portails et savoir que la tour avec laquelle qu'on a utilisé pour attaquer un portail va disparaître et il faudra essayer d'en racheter avec les diamants que l'on aura tenté de récupérer et ainsi de suite. Donc c'est vraiment difficile dans le sens où le chemin n'est vraiment pas grand et que les ennemis peuvent avancer très vite, notamment si on laisse des petits ennemis avec les doubles flèches. Lui, il ne peut pas avancer, donc il va directement à la prochaine case et il avance encore et il arrive ici. Donc on perd autant de cœurs qu'il y a d'ennemis encore présents sur la carte horde, donc là on aurait complètement perdu puisque on n'aurait plus aucun cœur. Bref, ça peut être très difficile, mais c'est un jeu qui donne beaucoup de challenge, un challenge intelligent puisque c'est un jeu coopératif où on va vraiment réfléchir ensemble. Attends, toi tu fais ça, tu vas construire ici dans ton coin, tu vas essayer d'attaquer comme ça, pendant que moi j'essaye de faire ça, mais je peux aussi venir avec mon personnage héros pour essayer de te donner un coup de main. Au passage là je joue avec 2 personnages héros, mais il y en a plus. Il y en a 4 en tout de base, plus un 5e que l'on peut utiliser suivant les scénarios. Pour vous les montrer, on pourrait jouer avec Alleria Swiftwind, qui elle est une archère qui a ce genre d'attaque. Ici, la double flèche indique qu'elle n'est pas obligée d'attaquer la horde directement adjacente, elle peut aller une case encore plus loin pour attaquer. Et il y a aussi un autre personnage ici, c'est Malik, qui est très bon au corps à corps puisque son attaque est assez dévastatrice avec un gros carré
pouf directement. Et puis il y a Lilith qui elle est particulière puisqu'elle ne peut être utilisée qu'à partir d'un certain scénario ou d'un mode de difficulté particulier. Pour être complet, même si je suis loin d'être complet puisque je n'ai pas parlé des ennemis que l'on ne peut pas attaquer avec les attaques magiques, les autres que l'on ne peut pas attaquer avec des attaques physiques, il y a des ennemis qui sont des guérisseurs et qui font disparaître toutes les tuiles de la carte si on ne les a pas recouverts. Je peux aussi vous présenter des boss. Il y a ici des figurines de boss pour la campagne, avec le clou du spectacle, un gros boss qu'il va falloir détruire, qui lui prend toute une case et qui va avancer et qu'il va falloir détruire pour ce scénario. On peut suivre sa progression, c'est vraiment pour vous faire un petit tour rapide, hein. On suit sa progression sur une petite carte de la comté, la voici. Juste au passage, c'est assez trompeur puisque le scénario de 10 campagnes, lui tu prends beaucoup de place, le scénario de 10 campagnes est regroupé ici et là ce sont des extensions qui ne sont pas dans la boîte, donc forcément, et on peut y accoler des petits autocollants pour dire qu'on a réussi à 1, 2, 3 étoiles, le mode héroïque ou quoi que ce soit, pour suivre sa progression. Donc on peut faire ça, et il y a évidemment tout un tas de différents plateaux pour construire ses chemins, construire son scénario, et essayer donc de remplir la campagne de 10 mission. Je vais m'arrêter là, j'ai bien conscience que je n'ai fait qu'effleurer les multiples règles qui ne font que s'étoffer au fil des scénarios, mais c'est Kingdom Rush, je pense que je vous en ai donné un aperçu suffisant en tout cas pour savoir si c'est un jeu qui est fait pour vous. Le mode solo, je n'en ai pas parlé, mais il fonctionne aussi très bien, il permet de s'amuser comme on le souhaite au fil de la campagne. Donc ça s'appelle Kingdom Rush, faille temporelle, c'est un jeu édité par Lucky Duck Games. Je ne vais pas me risquer à citer les auteurs ni les illustrateurs, mais je rappelle que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour le partage que vous pourrez faire de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube et donc d'être encore plus connu et de vous permettre de découvrir encore plus de jeux. On se retrouve dans une autre vidéo, à très bientôt, ciao!